Comment vous appelez-vous? Bonjour. Alors, Je je crois, m'appelle Irina. en bas, à droite, Irina. Au-dessus, Pascal et Jean-Louis. Non, Non, Marc. Marc. Ah, Marc. Marc tout court ou Non, Jean-Marc? Jean-Marc. Jean-Marc, d'accord, très bien. Jean-Marc. Bon, eh ben voilà. Les présentations sont faites. On va partir du début du livre et on va se servir du livre tel un fil rouge. Et puis ça va être un petit peu notre fil conducteur. Et on va partir du tout début. Et ça va nous ramener quelques années en arrière. Je m'adresse plutôt à Jean-Marc. Évidemment, il y a quelques années de ça, bien, on était des jeunes hommes qui concernent la méditation. Il n'est pas nécessaire de trop s'apesantir sur un sujet, car si l'on insiste, cela peut le densifier et l'intensifier. Cela peut créer dans notre champ psychologique la notion que le problème existe vraiment. Or, aucun problème n'existe réellement. La preuve, c'est qu'il disparaît tôt ou tard. Seul l'être absolu en soi est immuable et ne disparaît jamais. On comprend que si on répète, si on pense beaucoup à quelque chose, elle va grandir, elle va prendre de la puissance. Lorsque on porte des regards, mais qu'on a un petit peu en arrière-plan l'idée de se débarrasser de la chose, voyez, on va avoir tendance à se focaliser dessus. Si la chose est là, elle est là, bien, on la regarde, bien sûr. Mais voilà, regardons les choses quand elles apparaissent, quand elles s'éloignent, laissons-les s'éloigner. Voyez. Et puis, lorsqu'un individu assiste à un accident, il est d'abord témoin de l'événement. Les 3 premières secondes, il ne réalise pas vraiment et ne comprend pas ce qui se passe. C'est ensuite que la conscience œuvre en lui, qu'une compréhension se produit et qu'il est touché émotionnellement par l'événement. Voyez, imaginez, vous êtes dans la rue et puis un événement, même violent, se produit. Les 3 premières secondes, vous comprenez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas, une voiture fait une embardée ou je sais pas, enfin bon. Les 3 premières secondes, vous êtes témoin. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... mais simplement témoin de quelque chose. C'est ensuite que la conscience œuvre en lui, qu'une compréhension se produit et qu'il est touché émotionnellement par l'événement. C'est après un petit laps de temps que l'intention de porter secours et qu'une action se déclenche. En étant témoin, l'individu prend conscience, puis il est touché sensiblement, puis il agit. Vous voyez? On est témoin, on prend conscience, on est touché émotionnellement, puis on agit. Est-ce que c'est un petit peu comme est-ce que c'est la même chose que on tombe sur quelqu'un qu'on ne voit pas, on connaît, et qu'on voit au dernier moment, enfin au détour d'un coin de rue, quelqu'un qu'on connaît, et puis là il y a un moment, comme tu dis, il y a un moment où il se passe rien, et voilà, et soudain, voilà, il y a tout le sentiment qui arrive, et là il y a Christine ou voilà, c'est ce même phénomène dont C'est tu parles. exactement ça, oui. C'est ça. Ouais. Parce C'est tout à fait ça. C'est le même. Oui. Il y a quelques secondes, 2-3 secondes, il y a un vide, et c'est dans ce vide que quelque chose prend place. Faites l'expérience sur un simple contact, vous touchez une table, et avant que la sensation soit pleinement et totalement vécue, il y a comme une agitation, une petite débâcle même, voyez? Comme quelque chose qui s'agite et qui se met en place. Et vous pouvez le faire maintenant si vous voulez. Touchez la table d'un seul coup
il se passe quelque chose dans la structure. Ce qui se passe dans la structure, c'est une organisation. La vie s'organise. Il y a eu un contact. Un événement se passe au niveau de la main. Là, on parle au niveau de la main. Et dans ce vide, dans cette passivité réceptive qui était vide, quelque chose se produit. C'est une mise en place. Tous les éléments organiques se mettent en place et la conscience prend conscience dans ce vide passif réceptif. Voyez? Vous touchez pendant 2 secondes, peut-être même 3 secondes, vous n'avez pas une sensation nette et stable. Voyez? Vous devez attendre 2-3 secondes et là, vous avez une sensation qui se stabilise vraiment. Ouais. Et là, vous dites, bien, ben, je sens. Imaginons que vous ne fassiez que frôler un meuble, hop, voyez, vous n'avez pas le temps de dire si c'est chaud, si c'est froid, si c'est... Mais si vous posez la main, il y a une mise en place qui se fait. Et la lumière de conscience derrière éclaire, voyez. Par cet exemple, nous voyons que, quoi qu'il arrive, nous sommes toujours un témoin dans les premières secondes d'un événement. Voyez, je parle de cet état témoin parce que on parle de la méditation et que cet état témoin, c'est lui qui doit être le premier, voyez. Si vous avez une colère, si cet état témoin peut être là, sans rien penser, sans rien, voyez, eh ben c'est parfait. Laissez cet état témoin le plus possible. Plus il peut être là longtemps et mieux c'est, voyez. Si on commence à penser, je suis en colère ici et là, voilà, ça met tout par terre. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, lorsqu'on commence surtout, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais on va apprendre à être témoin des choses en touchant le moins possible à ce qu'on regarde. Vous voyez? Il n'y a surtout pas à se dire, oh là là, mais il faut pas que je sois comme ça, il faut pas que je sois comme ci, ou ça devrait être comme ça, ou ça devrait être comme ci. Voilà. La petite morale et les choses comme ça, surtout pas mettre ça au milieu. Quand on regarde une chose, on se voit tel qu'on est, et puis c'est tout. On n'a rien à changer. Le changement se fera, mais par la lumière, par la vue de ce qu'on voit. Est-ce que c'est un peu pareil quand, par exemple, on perçoit une colère qui arrive, mais avant qu'elle se déploie, il y a un regard. C'est-à-dire que on est dans un état suffisamment calme et tranquille, on va dire, et pour que ce mouvement intérieur, qui est petit au début, qui est petit, et à peine perceptible, soit perçu quand même, là il y a un regard et la colère ne peut pas se déployer. C'est ça en fait. C'est le regard du témoin et ce regard suffit à désagréger, on va dire, une colère qui était sur le point de se déployer et de prendre toute la place dans le champ de la conscience. C'est ce regard-là, en fait. Voilà, voilà. Oui, si quelqu'un peut arriver à faire ça, c'est que son témoin est véritablement stable, voyez, et que il a une grande place dans le champ de sa conscience. Et donc, il peut y avoir une compréhension de la colère, parce que l'objet de la colère est toujours là. L'objet de la colère est toujours là. Oui, ce qui nous a fait se mettre en colère. Bien, une personne nous met en colère. Si maintenant on n'a porté aucun regard, on va réagir à la colère. L'autre à l'extérieur, il vient, il nous met en colère, il manque de tact, ou il nous blesse d'une façon ou d'une autre, ou il nous parle mal, ou ci ou là, bien. Mais il y a une douleur, quelqu'un nous a blessés, et ça a créé une fermeture en soi, et une douleur même jusque dans le corps physique. Quelqu'un m'a infériorisé, j'ai une douleur,
et je réagis à la douleur. La réaction, elle vient du désir et de l'intention de détruire l'autre. Quelqu'un m'a blessé, j'ai ressenti une douleur parce qu'il m'a infériorisé. Pourquoi maintenant je vais l'agresser à mon tour? Dans cette agression, il y a un désir de blesser l'autre et de lui rendre la douleur que j'ai vécue moi-même. Voilà, ça c'est un regard qu'on va porter. Et c'est ce regard qui va faire que la colère, on en parlait il y a quelque temps, va se défaire, tu vois? Elle fait bloc, la colère. Quand, à un moment donné, on nous vexe, hop, il y a une réaction, il y a une espèce de bloc, de souffrance et de réaction à la souffrance. Voilà. Mais lorsqu'on va commencer à regarder, on va voir ça. On va voir la nature de la souffrance, on va voir ce qui se passe dans le corps physique, on va voir notre dimension psychologique, moi et l'autre, moi qui me sens infériorisé. Alors, relativement à quoi? À l'intelligence. Est-ce que si on me traite d'idiot et que j'ai vraiment été idiot, bien, bah, j'ai été idiot. Mais est-ce que c'est moi qui suis idiot? Si j'ai fait une bêtise, par exemple, est-ce que je l'ai fait consciemment ou inconsciemment? Et si je l'ai fait inconsciemment, je vois pas ce que j'ai à faire là-dedans. J'ai pas fait exprès, puis c'est tout. Tu vois? Et il y a beaucoup de choses à remettre en question là-dedans. Et quand on remet toutes ces choses en question, eh bien, on ne vit plus du tout la chose de la même manière. Le type vient et puis il nous infériorise. S'il va un petit peu trop loin, il faut le remettre en place. Voilà. Et parce que le respect doit être là quand même malgré tout. Je sais pas si c'est quelqu'un, soit dans ton travail, ou dans ton voisinage, ou ci ou là, il y a un respect à avoir, tu vois? Alors, bon. Mais au niveau de la réaction, c'est le regard qui va faire ce dont Jean-Marc parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que la chose va comme venir presque mécaniquement, si tu veux, parce que les colères sont vieilles. Ce sont des choses qui datent de loin, qui sont très lointaines. Ça remonte à loin, la colère. C'est une réaction qui a tellement été vécue et répétée qu'elle est inconsciente même. On réagit par la colère quand quelqu'un nous infériorise ou quand quelqu'un nous blesse. Tu vois? Tous les petits regards que tu vas porter et ces remises en question qui vont faire que ce bloc, cette puissance qu'on appelle la colère, ne reviendra plus. Ou alors elle reviendra, mais le témoin sera là et on la verra comme une évidence et cette évidence fera qu'elle se... C'est première chose, c'est après on peut mettre, comment on peut faire une enquête et on peut bien regarder tout Voilà. ça tranquillement. Mais au ce premier moment, que c'est vraiment c'est quelqu'un qui est en face de toi en colère, ce premier moment, il faut ne pas aller dans cette vibration, aussi de même vibration et on peut prendre la distance tout de suite, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire au premier Écoute, si tu peux faire ça, c'est très bien. Oui. C'est Parce très que, bien. oui, c'est tout de suite, c'est quelqu'un qui est colère et pour ne pas mettre colère, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de réfléchir et de faire une enquête. Tout de suite, oui. Si tu peux, face à quelqu'un qui vient avec une agressivité, rester impassible et le regarder lui, tu vois, regarder la personne, en te demandant bien ben, pourquoi il vient avec cette colère ou simplement en étant conscient de lui, de la personne, c'est parfait ça. Ça c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faudrait faire même. Si évidemment on répond à la colère ou à l'agressivité par la colère, ça va amplifier de part et d'autre, tu vois, d'un Mais côté. s'il n'est pas, par exemple, s'il n'est pas raison, il faut répondre quand même. Il ne faut pas laisser, mais il faut répondre avec le calme. Si tu peux répondre avec le calme, si tu peux rester calme en, en toute chose, Calme intérieur, mais c'est vraiment l'idéal. D'ailleurs, si tu restes calme,
les mots viendront plus facilement, ce que tu diras sera beaucoup plus intelligent, plus adéquat que si tu es pris dans une réaction, tu vois? C'est n'importe quelle situation, d'abord, il faut être calme. Il faut garder le calme intérieur Oui, et oui, c'est le témoin qui va venir. exactement. Si Mhm. toi-même tu es prise dans de l'émotion, le témoin, là, il y en aura plus, hein. Ça sera uniquement de la réaction Oui, et puis c'est tout. c'est même vibration. C'est tout. Et tu seras dans la vibration. Mais tu sais, on peut pas trop, là, dans la réaction, on peut pas trop dire: «Il faut être comme ci, il faut être comme ça». Oui, oui, pourquoi je dis que c'est n'importe quelle situation, il faut garder cette calme intérieur. C'est ce calme qui va permettre au témoin d'être présent. Le calme permet une grande lucidité. Si maintenant on est pris dans l'émotion, évidemment, la lucidité, on va la perdre. C'est comme on a dit que c'est le calme, il permet de ne pas perdre le centre, c'est son centre intérieur. Oui, exactement. Ça permet de ne pas perdre le témoin. Le témoin. Voilà. Celui qui voit. Celui qui voit a besoin d'être là, d'être présent. Si on est en colère, il y a une notion de moi qui vient en avant, la réaction, l'émotion, et puis voilà. Par cet exemple, nous voyons que, quoi qu'il arrive, nous sommes toujours un témoin dans les premières secondes d'un événement. Puis nous comprenons l'événement lui-même, puis nous sommes touchés sensiblement par ce que nous comprenons, notamment lorsque de la souffrance est en jeu, et enfin l'intention, la volonté d'agir se présente. Dans la colère, on est surpris, on est touché, on souffre, et puis après on a l'intention de blesser l'autre et de réagir face à l'autre, tu vois? Voyez comme la lumière de l'esprit descend dans le champ émotionnel et sensible de l'âme, puis comme elle descend encore pour s'exprimer dans le vital au travers d'une action physique. Voyez comme tout ce processus découle du témoin. Voilà. Imaginons que la même personne soit en train de regarder son portable au moment où la voiture fait une embardée. Il n'aurait rien vu de l'accident. Imaginons qu'il ait les oreillettes, il n'aurait rien entendu. Il aurait pu arriver n'importe quoi devant lui, il n'aurait pas été conscient, tu vois? Son témoin à lui, il aurait été conscient de ce qui se passe sur son portable et puis c'est tout. Le témoin, tranquille et impassible, est d'une grande pureté. C'est grâce à lui, et également grâce à la méditation, que nous allons, au fur et à mesure de notre avancée, découvrir notre source profonde. La méditation du soi-regard va naturellement dévoiler la présence du témoin immobile en nous. Où que vous soyez, dans la rue, dans un magasin, lorsque vous observez un phénomène, à l'extérieur comme à l'intérieur de vous, à tout instant vous pouvez solliciter le témoin. On n'a pas l'habitude de solliciter le témoin consciemment, je dirais, intelligemment. Voyez? Utiliser le témoin intelligemment, c'est ne pas le déranger, le laisser faire lui. Voyez? C'est ça être intelligent. Lorsque vous êtes en méditation, vous n'avez pas à déranger celui qui est témoin, puisque c'est lui qui vous éclaire. Voyez? Alors on est intelligent à ce moment-là. Quand on n'est pas intelligent, on va commencer à faire blabla, 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 tenter d'expliquer, tenter de faire ceci, mais on emploie le mental à ce moment-là et on ne peut plus être dans la lumière qui voit. Si maintenant on est témoin d'une chose et si on se sert de l'intellect après pour dire: «Ah, voilà, j'ai perçu telle chose.
quelque chose s'est passé, il y a une véritable perception, et soit je peux l'exprimer, soit je ne peux pas l'exprimer. Mais à un moment donné, si je peux l'exprimer, alors je l'exprime. Tiens, il s'est passé telle ou telle chose, vous voyez? Bien, le mental, à ce moment-là, il est à sa place. Moi, je pense toujours au bébé. Il est supra-intelligent, le bébé, il dit rien. Il ne va surtout pas, il ne peut pas, mais enfin, il ne trouble rien. Il est témoin et il laisse cette lumière. Voilà, c'est tout. Il est témoin, il est témoin. Et il assimile à une vitesse, c'est extraordinaire. Voilà. À tout instant, vous pouvez solliciter le témoin. Vous voyez comme le témoin semble en retrait face à ce qu'il observe. Il n'est pas séparé du phénomène lui-même. Ce que nous vivons ou éprouvons disparaît tôt ou tard, alors que le témoin, lui, demeure. Il est toujours à même de contempler autre chose. Vous voyez, c'est rigolo ça, parce que je regarde à droite, voilà, ou à gauche, je vois quelque chose. La chose s'en va, je tourne ma tête à droite, et je vois ce qui est à droite. À gauche comme à droite, le témoin était toujours là. Lui, il est tout le temps là. Mais ce que j'ai vu change. Ce n'est plus du tout la même image, vous voyez? Je regarde à gauche, il y a le témoin, voilà. Il peut discerner, on peut discerner, regarder le mur, regarder. Je tourne à droite, bien, ben, je vois autre chose. Voilà, il y a une lampe, il y a quelque chose qui ne bouge pas au fond de vous, qui est toujours là. Eh bien, c'est vers cela que vous devez vous tourner. Et c'est cela qui doit être de plus en plus, je dirais, au premier plan. C'est ça qui est essentiel, puisque c'est ça qui vous permet de vivre la chose, d'être conscient d'une chose. Chaque état d'être que nous vivons en nous est contenu dans un espace. Voyez bien cela. Que ce soit une sensation, un sentiment, une réflexion intellectuelle, tous ces phénomènes occupent un espace dans le champ de votre conscience. Oui, on va prendre conscience de cet espace. Lorsque je touche un objet, je vis quelque chose. Mais ce que je vis, c'est pas une surface plane, c'est pas quelque chose de plat. C'est un état d'être. Il occupe un espace dans le champ de la conscience. Quand j'éprouve un sentiment vis-à-vis de quelqu'un, ça occupe un espace dans le champ de la conscience intérieure, tu vois? Lorsque je pense, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui occupe un espace. Et à chaque fois, je touche, j'éprouve une émotion, je pense, ce sont des espaces qui sont occupés. Et ce sont des espaces même bien définis. Vous voyez, on a parlé de corps la dernière fois. Eh bien, ce sont ces différentes dimensions. Vous voyez, on a dit qu'on était multidimensionnel, et on est multidimensionnel. C'est en chacune de ces dimensions que les phénomènes apparaissent et disparaissent. Je touche une table, j'éprouve quelque chose dans le corps éthérique. Vous voyez? Je pense, un phénomène se passe dans le champ du mental. À chaque fois, c'est un espace. On sait pas. Nous sommes spatial. Nous allons, grâce à la méditation et au soi-regard, comprendre de plus en plus clairement que ce que nous appelons l'intérieur est véritablement une dimension, et que la nature de l'âme est spatiale par essence. Quand on parle d'âme, il faut voir l'âme comme un espace, comme un cosmos. L'esprit, lui,
est un centre qui rayonne une lumière dans le champ de l'âme, tel un phare qui projette une lumière dans la nuit vaste et obscure de l'océan. Voilà, on pourrait comparer le champ de conscience d'un individu tel un cosmos avec un phare, une lumière qui éclaire. Voyez? Et suivant ce que la lumière éclaire, quelque chose va apparaître dans le champ de votre conscience. Vous écoutez maintenant, vous vivez l'écoute. Vous pensez à vos parents, vous allez vivre l'image de vos parents, l'émotion, le sentiment, voyez, tout ça, voilà. Vous allez vivre autre chose. Mais l'esprit, lui, éclaire et l'âme éprouve. Et une puissance, à chaque fois, qui est présente dans chaque état de vie vécu. Voyez ? Nous voilà face à deux aspects fondamentaux de la vie. Un centre clair, un témoin, puis un espace où apparaissent et disparaissent les états de vie vécus. Nous assimilons naturellement le témoin à l'esprit, nous assimilons naturellement l'espace intérieur au champ de l'âme. La méditation du soi-regard sollicite naturellement l'esprit, et celui-ci se tient dans l'éveil. Alors, nous portons des regards dans le champ de notre conscience, dans notre dimension intérieure. C'est une faculté qui vient naturellement de l'esprit. Si un appareil tombe en panne ou quelque chose se casse, vous allez porter votre attention sur la chose. Voyez, vous vous servez de l'esprit à ce moment-là, de la lumière de votre esprit. Soit votre esprit va pouvoir réparer la chose, soit vous ne comprendrez pas et vous ne pourrez pas. Alors vous ferez appel à un autre esprit, à un spécialiste qui, lui, connaît l'objet. Voyez ? Mais le témoin est là. Lui, il est même, je dirais, au-delà de l'esprit, de votre esprit. Notre esprit a assimilé des choses. Nous sommes 4, mais je n'ai pas assimilé ce qu'a assimilé Irina, ou Jean-Marc, ou Pascal, ou voilà. On a chacun notre esprit, et il a sa propre lumière. Mais au-delà de notre esprit, il y a le témoin qui, lui, ne s'occupe pas d'assimiler. Le témoin est témoin. Mais il est étroitement lié à l'esprit qui, lui, a assimilé une somme de perceptions. Vous voyez, il y a eu des regards. C'est lui qui rayonne une lumière. C'est l'esprit qui rayonne une lumière. Et l'intelligence, elle est dans quelle partie? Dans l'esprit ou dans le mental? C'est d'abord une relation. Pour être intelligent, il faut être intelligent de quelque chose. Donc c'est dans la relation, et dans une relation, lorsqu'il y a une claire vue, bien, voilà, on voit les choses intelligemment. C'est comme la lucidité, c'est ça? L'intelligence, elle englobe tout. Quelqu'un peut être avec un QI, tu vois, très élevé et n'est même pas sensible à un pauvre type qui meurt de faim dans les rues, tu vois. Il n'est pas intelligent, ce type-là. L'intelligence englobe aussi la sensibilité. C'est tout l'être. L'intelligence, c'est la globalité de l'être qui répond à ce qu'il voit. On n'est pas intelligent seulement avec l'esprit. On est aussi intelligent avec la sensibilité et même, je dirais, avec le vital, parce que l'intelligence, elle est une réponse aussi. Vous voyez un événement, bien, vous êtes sensible à l'événement et vous répondez après. Voilà, c'est ça être intelligent. On est intelligent en esprit, sensiblement et aussi dans l'action. Pour moi, c'est évident qu'il faut faire quelque chose
de mon vivant sur cette terre, disons. Voilà. C'est évident que l'humanité est dans le chaos et il faut de la lumière. Alors je réponds à ça, à mon niveau, hein, je dis pas, hein, et je réponds, c'est tout. Maintenant, on va me dire, oh oui, mais alors, qu'est-ce qu'on va penser de toi? On va te voir un peu partout. Voilà, on va pas, des gens qui vont dire, qu'est-ce qu'on va dire? Ça m'est égal. Je sais que j'ai pas longtemps à vivre. On va pas rester vitam aeternam ici sur Terre, mais qu'en tout cas, on est là et qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Et il me semble que ça, c'est être intelligent. Maintenant, le reste, hein. Je sais pas si ça va plaire, si ça plaît, si ça plaît pas, c'est pas mon problème. Voilà. Donc ça englobe tout, l'intelligence. Le soi-regard sollicite naturellement l'esprit, et celui-ci se tient dans l'éveil. L'âme, quant à elle, est abandonnée. Oui, la méditation, c'est très subtil. La méditation est double. Il y a cet abandon intérieur et cet éveil. Elle est à la fois s'abandonner à ce que nous sommes et être dans cet éveil, dans cette petite lumière qui est subtile et qui a la possibilité de percevoir, de voir. Voyez, ça va à l'encontre de notre conditionnement, de toutes nos idées reçues. Nous, il faut agir, il faut qu'on fasse, il faut être intense, il faut y aller, il faut, tu vois. Et puis là, on vous dit non, touchez à rien, vous êtes comme ça. Mais soyez dans l'éveil. Donc, abandonnez-vous à ce que vous êtes, mais soyez dans l'éveil. Voilà. Et la lumière viendra d'elle-même. Voyez. Si quelqu'un vient et nous agresse, bien. Si on peut rester dans le témoin, vous aiderez même l'autre, vous l'aiderez à se calmer. Et si vous pouvez pas rester dans le témoin, eh bien, vous pourrez regarder la colère ou l'événement un peu plus tard. Voyez. Nous n'avons pas à perturber un état d'être, ou bien à essayer de le changer, même s'il s'agit d'un trouble, d'un défaut personnel, ou bien un mauvais penchant. Nous avons simplement à prendre conscience, à l'observer et à en étudier impassiblement et sans jugement tous les aspects. Si on est dans cet état méditatif, alors le changement est possible. Une conscience va véritablement prendre conscience. Mais si on est dans une réaction mécanique de l'esprit, qu'est-ce que vous voulez faire? Voyez? La dissolution d'un trouble, d'un malaise mental, quel qu'il soit, se fera, tôt ou tard, par le simple fait d'en prendre conscience, de l'observer, de le voir et de comprendre ses causes et tous ses aspects. Le recul de la conscience permet au témoin, à l'esprit, d'étudier, d'examiner et de voir tous les aspects d'un phénomène. L'unité d'un trouble et sa cohésion se déferont naturellement dès que des regards seront portés. Voyez, le bloc d'une réaction, par exemple, va naturellement se défaire plus la lumière va observer, décomposer le bloc. C'est la décomposition d'un corps, voyez, de la même façon que notre corps, lorsqu'on va mourir, va se décomposer. Notre corps va disparaître, mais il va disparaître, il va se décomposer. Eh bien, c'est ce qui va se passer psychologiquement. Nous avons construit des corps, on a parlé de ballons, voyez,
on les a construits, eh bien, on va les regarder, et puis ces ballons vont devenir de plus en plus légers. En effet, un trouble n'a pas d'existence en lui-même. Il est un ensemble d'éléments qui rayonnent dans le champ de la conscience. Cependant, ces mêmes éléments se désassembleront et se désagrégeront en d'infinies particules sitôt que l'observateur en nous le contemplera. La physique quantique commence à mettre en lumière ce phénomène grâce à des études très sérieuses. Cette science nouvelle, libre et ouverte à la vie, confirme bon nombre d'informations apportées par le domaine spirituel. Oui, la physique quantique nous confirme des choses à partir d'observations de la matière, des phénomènes qui sont semblables à ce qu'on peut découvrir lorsqu'on regarde à l'intérieur de soi. On voit une corrélation, c'est assez incroyable. Pourquoi les méditations et les regards délivrent-ils des troubles, notamment ceux de nature égocentrique? Parce qu'ils apportent de la lumière, de la compréhension. Cela crée de l'espace et rétablit l'ordre et l'harmonie à l'intérieur de soi. Le calme et la paix de l'âme s'établissent tout aussi naturellement. Voyez, quand on est pris dans une réaction, il y a un bloc en nous. Et le fait de regarder va comme défaire les mailles de ce bloc. On va avoir une impression d'espace à ce moment-là. Voyez, quelque chose va comme, voilà. Et même physiquement, la respiration va être beaucoup plus facile lorsque les émotions, les sentiments, les réactions vont naturellement se désagréger. Voyez? Lorsqu'on parle de solutionner nos problèmes, on n'est plus dans la solution d'un problème, on est plutôt dans la désagrégation d'un problème. Si vous avez des choses à dire, allez-y. Oui, il y a aussi de la bienveillance dans la compréhension quand on a compris quelque chose. Et ça, c'est important d'avoir cette... Oui, la bienveillance est liée à ce dont parlait Irina tout à l'heure, évoquait Irina, l'intelligence. La bienveillance fait partie de l'intelligence, tu as raison. La méditation, c'est de la bienveillance. Qu'est-ce que tu fais? Comme Jean-Marc il a dit, il faut être très attentif par rapport à son corps. Et ça aussi, il faut bien attentif par rapport à tout, par rapport de notre mental et de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ça? Oui. Eh oui. C'est bon d'avoir de la bienveillance envers les autres, mais il faut d'abord de la bienveillance envers soi-même. Rappelez-vous de ça, charité bien ordonnée commence par soi-même.